si rien ne change? Il faudrait 33 ans pour atteindre la parité dans les instances de décision. Il est temps d'aller plus vite. Accélérons le mouvement. Assises de la parité, le 28 juin 2022. Inscrivez-vous sur assise-parité.com. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et ravie de vous recevoir pour cette table ronde sur le thème sportif de haut niveau et mentorat, levier d'accélération de la parité. Donc je vais te laisser Dado te présenter en premier lieu. Alors Dado Kamisoko, je suis une ancienne sportive de haut niveau. J'ai pratiqué 400 mètres pendant plus de 15 ans au club de Créteil avec Stéphane Caristan. Et donc, à la suite de ma carrière à Créteil, je suis partie faire des études aux États-Unis pendant 3 ans. Et je me suis entraînée avec Lee Evans, donc un des pionniers de la discipline, le 400 mètres. Et ensuite, j'ai eu la chance de rentrer à la Banque de France pour préparer ma reconversion. Et je disais tout à l'heure que c'était étrange parce que ça s'est passé dans ce bâtiment. Donc, Un petit signe donc ça fait aussi. un peu bizarre, ouais, c'est un beau signe. Et en parallèle, j'ai eu des enfants, 3, et j'ai repris mes études à Sciences Po, où j'ai obtenu un master en communication. Donc voilà. Bravo. Patrick, je vous en prie. On va laisser peut-être se présenter Astrid avant, non? Honneur aux dames, c'est vrai, parité, honneur aux dames. Alors Astrid Guyard, moi je suis ingénieure à Ariane Group et également vice-championne olympique de fleuret cet été à Tokyo. Il se trouve que je suis à Ariane Group depuis 2007, à la sortie de mes études. C'est une entreprise qui m'a fait confiance dans ce double projet à la française. Où on doit concilier à la fois un parcours d'excellence dans notre vie d'athlète de haut niveau et puis également une vie professionnelle. Et c'est vrai qu'ils m'ont fait confiance dès le début de ma carrière et j'ai pu évoluer à différents postes. Et aujourd'hui, je m'apprête à prendre des responsabilités, notamment managériales, au sein de cette entreprise. Patrick, je vous en prie. Patrick Ibry, donc je suis directeur général délégué de la Banque Palatine. Je suis passionné de sport. J'ai pratiqué un petit peu, puisque j'ai été sport-études handball dans la génération des Barjots. Donc ça place tout de suite. Oui, j'ai fait pas mal. Je fais que de la banque depuis que je travaille. Et je suis là aujourd'hui puisqu'on a un très gros projet qu'on met en œuvre et donc qu'on va partager avec vous, mesdames. Bon, nous avons également 2 personnes qui sont en Teams. Alexia, je vous laisse vous présenter, si vous m'entendez. Nous n'avons pas l'image, mais je suis Alexia Barrier, navigatrice, chef d'entreprise depuis 2009 et présidente de l'association Forma et Planète. J'ai la chance de faire partie du programme de mentorat du groupe Palatine. Et en route pour un nouveau tour du monde, j'ai bouclé le Vendée Globe 2020 et là je me lance sur un trophée Jules Verne 100% féminin. Ça fait 25 ans qu'il n'y a pas eu de femme en multicoque, donc on part sur ce projet avec 10 autres femmes en 2024. Et puis on a également Charlotte Girard aussi qui est en Teams. Voilà. Bonjour Charlotte. Bonjour à tous. Alors Charlotte Girard-Fabre, moi j'ai la particularité d'être certes sportive de haut niveau sur les listes comme ces dames, mais du côté arbitre, j'ai été arbitre international de hockey sur glace avec 6 championnats du monde et 2 Jeux olympiques 2014-2018 et j'ai transféré mes compétences au handball. Je suis arbitre national de hand et de curling depuis 2019 et j'ai toujours mené une carrière professionnelle en parallèle parce que le sport nourrit rarement sa femme et encore moins quand elle est arbitre, donc il a fallu faire les deux en même temps. En effet. Dado, je vais commencer par toi, mais de toute façon, c'est vrai que vous êtes plusieurs à avoir fait du sport de haut niveau, mais est-ce que toi, tu as vécu le long de ta carrière des remarques sexistes ou pas forcément? Je réfléchissais à ça aujourd'hui, avant de venir, et j'ai pas le souvenir d'avoir eu cette expérience. Non. J'ai bossé, ça fait maintenant près de 20 ans que je bosse pour la Banque de France, où j'ai pas mal bougé. Donc j'ai parcouru tous les domaines de la communication, partenariat après, le mécénat. Et non, c'est pas une expérience que j'ai vécue. Est-ce que vous partagez cet avis ou...
En matière de sexisme, le monde de l'entreprise est un peu plus avancé que le monde du sport, malheureusement, et c'est vrai qu'on peut encore avoir des réflexions misogynes, des blagues potaches dans le monde du sport, qui aujourd'hui ne passeraient plus dans le monde de l'entreprise, et c'est tant mieux. C'est là où c'est important d'éduquer, de faire de la prévention, de sensibiliser les encadrements. Donc on parle beaucoup du fait d'éduquer les managers, de les former. Et c'est des choses qui pourraient s'appliquer aussi au staff technique dans le monde du sport. La seule remarque que j'ai pu avoir malheureuse dans le monde de l'entreprise, c'est au moment de ma première prise de poste en tant que manager, où on m'a fait remarquer que c'était une bonne chose et que ça m'avait aidé d'être une femme. Là où potentiellement, ça aurait été plus intéressant d'axer sur mes compétences, mon expérience, mon parcours, plutôt que sur mon genre à cette prise de poste. Et Charlotte, vous, en tant qu'arbitre, vous en avez subi, vous également, ou racontez-nous, parce que je crois que... Alors, ouais. J'en ai subi, oui, j'en ai subi, et c'est ce qui a d'ailleurs mis un terme à ma carrière d'arbitre international de hockey sur glace. Ça a été tout le problème. Alors, c'est comme dans le monde de l'entreprise. Une fois qu'on a prouvé notre compétence, et en fait, les gens proches, ils sont plutôt cool. Enfin, vraiment, les coachs, les joueurs, ça allait. J'ai eu vraiment des débuts difficiles, mais parce que j'étais mauvaise aussi, et tout se cristallisait sur mon genre. Alors, ça n'excuse pas, hein. Mais une fois que j'avais prouvé que j'avais ma place, ça s'est bien passé. Ce qui s'est accru, et ça c'est exactement pareil dans le monde de l'entreprise, c'est plus mon palmarès augmentait, plus mes collègues me mettaient en difficulté, justement, avec de la discrimination sexiste, du harcèlement, etc. Parce que finalement, être une femme dans un sport d'homme, et je mets des guillemets dans un sport d'homme, être arbitre dans le monde du sport, c'est vraiment cumuler les diversités, et donc c'est prendre le risque de se voir adresser vraiment tout ça, et tout se cristalliser sur mon genre. Donc oui, j'ai entendu des choses vraiment pas belle. J'ai subi des mains aux fesses, des choses pas très chouettes. Heureusement, comme le disait Astrid, le monde de l'entreprise va beaucoup plus vite et beaucoup mieux sur ce point-là. Et pourquoi il y a autant de retard vous, qu'est-ce que vous en pensez de votre point de vue? Pourquoi il y a autant de retard dans le monde du sport, alors que dans le monde de l'entreprise, on est assez moderne, on peut dire ça comme ça là-dessus? Alors moi, je n'ai pas d'avis précis sur le fait. Alors moi, j'ai jamais été victime de ce dispositif-là, hein, donc il faut être très clair là-dessus. Mais j'ai fait du sport à une époque où je pense que ça devait être encore plus terrible que les témoignages que vous avez là aujourd'hui, parce que là, c'était très très orienté sport masculin, quoi. Donc l'entreprise aujourd'hui, et c'est à ça qu'on contribue, c'est-à-dire que l'entreprise, si elle va plus vite, de toute façon, elle va nourrir le sport va nourrir l'entreprise. Donc si ça avance très très vite dans l'entreprise aujourd'hui, ça avancera encore plus vite dans le sport. Et nous, ce qu'on entreprend, c'est pour que aussi tout ça soit gommé, puisque ça n'a pas sa place, quoi, en clair, hein. Donc il faut qu'on aille aussi vite dans le sport que dans l'entreprise. Et je trouve même que de temps en temps, l'entreprise ne va pas assez vite. Donc il va falloir que le sport rattrape tout ça, quoi. Après, le sport, c'est vrai que c'est un monde, on va dire, où on met en exergue la virilité quand on parle de sport masculin, le culte du corps. Et ça, c'est des choses qui collent aussi à la culture du sport. On va aussi aller vers une hypersexualisation de la sportive féminine. On peut le voir dans certains sports, où exactement l'athlétisme, où les tenues se raccourcissent. Et donc tout ça participe à renforcer les stéréotypes de genre, alors qu'on est plutôt dans une société où on le voit, hein, les employés, les collaborateurs demandent aux entreprises désormais d'être plus inclusives, et les licenciés des fédérations également demandent aux fédérations d'évoluer sur ces dimensions-là. Mais le sport, par sa culture, son histoire, fait que ça renforce plutôt les stéréotypes. Mais justement, vous... Oui, bien sûr. J'oserais dire aussi que quand on est sportif, on est là pour la performance. Et se placer en tant que victime et dénoncer, c'est beaucoup plus dur, parce que c'est se mettre en dehors de ce pacte de performance. Et je pense que c'est aussi pour ça, des fois, que ça va un peu moins vite que dans l'entreprise. Dans l'entreprise, on est sur la performance, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais il est peut-être plus facile de s'adresser à quelqu'un autour de soi avec qui on n'est pas forcément en concurrence directe. Alors que quand on est dans une équipe, on est forcément en concurrence directe pour le renouvellement de son contrat à la fin de l'année. En effet. Alexia, vous en pensez quoi, vous? Ben, moi, je pratique un sport qui est en théorie mixte, parce que femmes et hommes sommes classés sur la même feuille de match en ce qui concerne la pratique de la course large. La réalité, c'est 5% de femmes dans la pratique à haut niveau, et venant du grand public, mais aussi des sponsors, vraiment encore une discrimination assez importante.
même si ça évolue très doucement. On a vu sur le dernier Vendée Globe, nous étions 6 femmes, c'est vraiment chouette. Mais sur le précédent Vendée Globe, 0 femmes. Et donc on n'est pas, comme on dirait dans mon sport, au vent de la bouée, c'est-à-dire qu'on a on a vraiment beaucoup de travail à faire. Aucune femme n'a eu les moyens financiers aujourd'hui dans mon sport pour gagner une course. C'est vraiment un problème d'identification d'un genre au-delà d'un athlète et de regarder uniquement sa performance. Après, moi j'ai été victime évidemment de remarques désobligeantes, mais c'est ce qui m'a aussi donné envie d'aller encore plus loin et d'être la meilleure dans ma discipline. Donc j'encourage aussi beaucoup les jeunes femmes et les petites filles et les jeunes filles à oser aller de l'avant et évidemment à essayer de s'identifier à nous, athlètes de haut niveau, pour que les choses changent parce que ça va bouger en éduquant les jeunes générations. Mais justement, là, vous dites qu'il y a eu maintenant 6 femmes au dernier Vendée Globe. Est-ce que vous trouvez que la parité s'améliore quand même au fur et à mesure des années, ou il y a encore un trop grand écart d'égalité? Non, c'est pas stabilisé du tout. Au prochain Vendée Globe, il y aura peut-être 3 ou 4 femmes. Sur le trophée Jules Verne, 0 femmes ont passé la ligne d'arrivée depuis que le record existe. Il n'y a aucune femme qui a été intégrée à un équipage d'hommes, alors que c'est encore une fois un sport mixte. Le dernier équipage de femmes, c'était il y a 25 ans. Donc, on a vraiment un problème pour intégrer encore les femmes sur les bateaux. Le sport, la voile aujourd'hui, c'est pas un sport qui est uniquement physique. Ça demande d'autres qualités qu'ont les femmes, et c'est pour ça qu'on est capable, comme l'ont démontré Hélène MacArthur ou Florence Artaud, de gagner une course. Mais il faut nous donner la chance d'avoir les moyens financiers et techniques d'y arriver. Et donc vous pensez, vous, typiquement, qu'il faudrait y avoir plus de compétitions mixtes? Vous pensez que ça peut apporter beaucoup? Avant de commencer sur ce sujet, moi j'ai envie de dire une chose, parce que je rebondis sur ce qu'elle vient de dire. Moi je viens de Créteil, et quand j'ai commencé l'athlétisme, je devais avoir 13 ans. Avant ça, je faisais du tennis, et ça remonte, j'ai des souvenirs qui reviennent. Et je me souviens, j'ai dit à mes parents que je voulais faire de l'athlétisme, et puis dans mon quartier également, je parlais de ce sport, parce que dans mon collège, j'étais une des filles qui courait le plus vite, et on me disait souvent que c'est un sport pour les garçons. Il y avait des filles avec moi qui couraient aussi vite, mais elles n'avaient pas envie aussi qu'on les juge par rapport à leur physique, parce on commençait déjà à s'entraîner 2 à 3 fois par semaine, on voit le corps évoluer, changer, donc forcément notre morphologie elle est différente des autres filles qui ne font pas du tout de sport, donc il y avait un complexe qui s'installait par rapport aux critiques, et déjà très jeune, il a fallu surmonter tout ça. Et ça a demandé beaucoup de courage. Et ensuite, au fil des années, ça ne s'est pas arrangé. Dans la rue, je me souviens, il faisait chaud comme maintenant, et je me mettais en débardeur. Et on m'arrêtait dans la rue et on me disait « Tu fais quoi comme sport ?» Je pense que les hommes, ils n'avaient pas encore aujourd'hui, ce type de remarques et de réflexions. Donc, pour les femmes, c'est pas évident. Pas toujours évident, pas toujours simple. On essaye d'être forte et de gérer toutes ces critiques, toutes ces remarques. On a envie qu'on nous accepte en tant que sportive et qu'on voit nos résultats et le travail qu'on fournit au quotidien, parce qu'on ne fait pas que du sport, on fait aussi des études. Et je me souviens il a fallu se battre, déjà très jeune. Moi, j'avais 13-14 ans. Plus des remarques de jalousie d'autres filles, ou aussi beaucoup de garçons? Non, je ne dirais pas des remarques de jalousie. C'était vraiment... J'étais trop musclée, déjà. J'ai une corpulence, je fais un peu de muscu, je prends tout de suite. Ma masse musculaire, elle se développe assez rapidement. Aujourd'hui, j'en suis contente, mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'étais un peu complexée. Donc, je mettais toujours des vêtements assez larges pour pas qu'on me fasse des remarques. Et ces remarques, elles venaient pas que des hommes, elles venaient aussi des jeunes filles. Et même de nos proches, hein, ça peut être aussi milieu familial. Donc c'est vrai qu'on parle de l'entreprise, etc. Mais il y a une éducation aussi à faire, une prévention auprès des familles, des enfants qui se lancent dans le sport, parce que ça demande beaucoup de courage et il faut affronter aussi beaucoup de critiques. Et c'est pas toujours évident. C'est sûr. Mais aujourd'hui, qui était ma question tout à l'heure, c'est, vous pensez que ça
est-ce que vous pensez qu'il y a assez de sports qui font de la mixité entre les hommes et les femmes? Je ne pense pas qu'il y en ait assez, mais est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que ça apporterait des choses ou pas forcément? Il pourrait y avoir encore plus de problèmes. Vous avez l'air de dire non. Donc, Non, oui, je suis pas sûre. En fait, chaque discipline a ses particularités. C'est comme si on se disait on va mixer un homme et une femme et on va faire un être hybride. Non, c'est pas ça le sujet. Une discipline féminine et une discipline masculine vont chacun avoir leur avantage, leur intérêt. Donc je crois pas que ce soit une pratique mixte. Oui, quand on s'entraîne ensemble. D'ailleurs, moi, je me suis entraînée pour les Jeux Olympiques avec des garçons parce que ça m'a obligée à aller chercher des ressources physiques, à garder ma lucidité, ma concentration dans un effort physique intense. Donc il y a un vrai intérêt. Par contre, le sport en tant que tel n'a pas vocation à se pratiquer en mixité s'il n'y a pas d'équité à faire concourir des hommes contre les femmes. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas tomber là-dedans. Par contre, la parité est importante et typiquement, les instances se doivent d'être exemplaires. Pour les Jeux de Paris 2024, ce sera la première fois que le CIO, le Comité international olympique, permet d'avoir autant de femmes et d'hommes qui concourent à ces Jeux olympiques. La première fois. La première édition des Jeux, il y avait 2% de femmes. Paris 2024, 50% d'hommes et de femmes. Ça, c'est une première. Il y a aussi les autres instances au niveau national, le Comité national olympique, qui met tout un plan de parité en place pour ramener des femmes à prendre des fonctions dirigeantes dans les instances sportives. L'Agence nationale du sport qui fait en sorte d'aider les jeunes femmes, les sportifs de haut niveau à se professionnaliser dans leur pratique, parce que du coup, on sortira de ce petit côté tu fais ça le dimanche ou pourquoi est-ce que tu fais pas des études, et surtout ça légitime la pratique sportive de manière d'avoir, quand on peut vivre de son sport, on se professionnalise et du coup ça légitime. Donc voilà, c'est tout ça qui va permettre d'aller vers plus de parité sans tomber dans l'écueil de vouloir créer des compétitions, on va dire, artificielles dans un mode mix. Oui, je te rejoins Astrid parce que lorsque j'étais athlète aussi, je me souviens les longues distances. Souvent, quand on se fait du 400 mètres, les entraînements sont beaucoup plus durs que la compétition. Donc ça demande beaucoup de cardio, beaucoup d'endurance, beaucoup de régularité. Et à 14, 15, 16 ans, tout le monde n'est pas focus avec cet objectif d'être championne de France, d'intégrer l'équipe de France et faire des compétitions internationales. Et je m'entraînais beaucoup avec mon entraîneur, Stéphane Carestan, qui était un ancien athlète aussi, recordman d'Europe et champion d'Europe du 110 mètres haies. Et je me souviens, il me poussait à me dépasser. Donc vraiment aller chercher au-delà de mes forces. Je ne pensais pas en être capable, mais il me tirait. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, cette mixité. Et ensuite, j'ai basculé dans des groupes de garçons. Et là, ça m'a beaucoup aussi apporté. Et c'est vrai que quand on arrive en compétition, pas que c'est plus facile, mais au moins, on a été déjà, dès l'entraînement, appris à surpasser, à croire en nous, à gagner en confiance, en estime, et à donner le meilleur de nous-mêmes, même quand on pense ne pas avoir les ressources nécessaires. Et ça, c'est vrai que dans ce cadre-là, la mixité m'a beaucoup apporté. C'est comme vous, Alexia, vous disiez que ça serait vraiment une bonne chose d'avoir des équipes mixtes. Vous pensez que ce sera faisable un jour ou vous pensez devoir beaucoup plus vous imposer là-dessus? Alors nous, ça existe en voile, on est un sport mixte depuis toujours en fait en course large. Le fait est juste qu'on a peu d'invitations ou d'opportunités de naviguer quand on arrive à très haut niveau. Alors en tant que femme, quand on veut performer à très haut niveau, on doit créer ces opportunités, ces projets, et là on peut inviter des garçons à naviguer avec nous. Si le prochain trophée Jules Verne, je le fais en 100% féminin, c'est pas parce que je veux pas naviguer en mixte, c'est juste qu'il y a eu tellement peu de place pour les femmes à très haut niveau ces dernières années que ce coup-ci, on se doit de donner 100% des places aux femmes. Après, quand on navigue en mixte, en tout cas, je parle de ma pratique sportive, les garçons adorent naviguer avec des filles parce qu'on est sur d'autres compétences, d'autres manières d'aborder la performance. Et nous, les filles, évidemment, ça nous permet aussi de voir une autre manière de naviguer. Donc, c'est très complémentaire dans mon sport, en tout cas. J'ai vu, vous, Patrick, qu'avec la Banque Palatine, vous lancez un dispositif. Vous voulez nous expliquer un petit peu plus? Oui, je vais vous expliquer. Alors, en plus, Alexia fait partie du dispositif, donc ouais. c'est une très bonne chose. Moi, je suis parti d'un constat. Pendant les quasiment 2 ans de Covid, on a continué à rencontrer des clients. Donc, je continue à me déplacer. Et quand vous rencontrez une centaine d'entreprises, on est la banque des ETI, donc des entreprises de taille intermédiaire, très gros chiffre d'affaires, plus de 50 millions d'euros.
Vous rencontrez une centaine d'entreprises. J'ai dû rencontrer 3 femmes dirigeantes pendant cette période-là. Donc il y a encore un peu de marge, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'était le premier constat. Le deuxième constat, c'est que j'ai toujours été passionné de sport. Et puis, globalement, j'ai eu des enfants qui ont été sportifs de haut niveau, qui ont connu la blessure, qui ont connu tout ça, tout ce que connaissent les athlètes de haut niveau. Et j'ai vu les moyens qui étaient donnés à ma fille, qui était en gymnastique rythmique, et les moyens donnés à mon fils, qui faisait du ski, quoi. Donc, c'était pas tout à fait la même chose. Et donc, je me suis dit, là aussi, il y a un petit hiatus, il y a des choses qui vont pas, quoi. Donc après, nous, on s'est lancé. On s'est lancé sur quelque chose d'assez important, c'est qu'on a observé une sous-médiatisation quasiment permanente du sport pour les mêmes sports, hein, sport féminin, sport masculin, même pratique, mais sous-médiatisation permanente. Donc le parallèle avec les entreprises, c'est que globalement 3 à 5 femmes dirigeantes sur une centaine, et puis de l'autre côté, pas du tout, on ne tire pas du tout dans la même catégorie. Donc on a eu, et je fais référence à ce que disait Astrid, c'est que la première pierre angulaire de ce dispositif-là, c'est qu'on a fait une convention avec la Fondation Alice Mia, qui est quand même à l'origine du dispositif, hein, puisque elle, c'est les 2%, il y a quasiment un siècle. Et là, on va être les Jeux de la parité. Donc je pense que là, il y a une espèce de boucle quand même qui a tourné et qui est extrêmement intéressante pour nous. Et donc, on a lancé le Palatine Women Project. On a 4 athlètes en ce moment qui sont sur le dispositif, dont Alexia, qui parle très très bien de son sport. Et elle veut à tout prix m'emmener sur son bateau, mais il n'est pas question. Donc, mais globalement, on a là l'exemple type de ce que nous, on peut faire en tant qu'entreprise pour accélérer, on parlait d'accélération, pour accélérer en fin de compte ce fossé qui s'est creusé au fil du temps. Et on en fait vraiment un fer de lance chez nous. Donc ça a commencé avec Alice Mia, on est avec le Palatine Women Project. On va toucher à tous les sports et toutes les sportives, en exercice, pas en exercice, et on va avoir une spécificité. Je l'entendais tout à l'heure, obligé de reprendre ses études, j'ai pas pu faire les deux en même temps, tout ça. Nous, on se met à la disposition de l'athlète. Et au lieu de lui dire, bon, bah, maintenant tu as fini ta carrière sportive, tu peux passer à autre chose, on organise tout pour que pendant sa carrière sportive ou au moment où elle veut passer en reconversion, tout soit mis à sa disposition. Pourquoi ? Parce qu'elle développe des qualités pendant tout son dispositif de sport, de courage, d'assiduité, d'innovation, et elle a toute une équipe qui tourne autour d'elle. Il y a un préparateur, il y a un physio, il peut y avoir de tout, il y a un kiné, il y a tout ce qu'il faut. Et nous, ce qu'on fait, on recrée avec Palatine Women Project, donc on lui donne les mêmes dispositifs que ce qu'elle avait quand elle était dans cet environnement-là. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On recrée ce qu'elle a connu avant. Pour arriver au niveau où elle est, pour arriver au niveau où elles sont arrivées, elles avaient des qualités. Elles ne les perdent pas du jour au lendemain parce qu'elles vont devenir entrepreneurs. Donc résultat des courses, qu'on leur dit, tu peux continuer à faire la même chose, tu peux faire la même chose, à ton rythme, à toi, et on se met à leur disposition. Et donc, on a autour de nous tout un écosystème qui se met en place. Je ne les cite pas parce que je vais en oublier, donc ils vont m'en vouloir. Mais on a des grandes écoles, on a des réseaux, on a des gens qui fournissent de l'anglais, ainsi de suite. Et donc, on a quelque chose de très structuré. Parce que les athlètes ont besoin d'être très structurés. Vous le savez tous comme moi, il y a une période d'entraînement, ainsi de suite. Donc, on a 3 cycles de 3 mois. Un cycle où on audite, ensuite on propose, et donc on est très très structuré. On lance cette première génération. On est très très content. On a Alexia, donc qui est sur la voile. On a une autre Alexia Dubier, qui est une ancienne basketteuse professionnelle, qui a arrêté sa carrière, qui est dans le e-commerce, dans lequel on met tous nos réseaux à disposition. On a Anne-Caroline Graff, qui est une ancienne championne de taekwondo, qui, elle, est plutôt sur le sport santé en Polynésie, hein, donc c'est ça qui est extrêmement... Et on a Coralie Gassama, qui, en fin de compte, elle, a un vrai projet entrepreneurial, puisqu'elle a inventé des semelles pour protéger vos pointes. On sait tout l'importance que ça a pour les athlètes. Voilà, donc on a tout ça, et on voit en discutant avec elle, et en lui mettant à disposition tout ça, mais à son rythme à elle, parce qu'elle continue à être en fonction. Donc tout ça va au bout des choses. Palatine est engagée à fond sur cette partie-là. C'est notre façon à nous d'accompagner le retard dont on parlait et la façon dont il faut y aller. Donc c'est bien de le dire, nous on le fait, donc c'est un petit peu différent. On a de très bonnes connexions avec Paris 2024, puisque lui il a son propre incubateur, donc on se mettra en sortie d'incubateur pour aussi avoir du sourcing, pour prendre un relais naturel. Donc on essaye de faire une deuxième génération qui arrivera début 2023, et on prendra 8 athlètes, puisque les mentors ont répondu présent. Et des grands mentors, hein, donc je ne veux pas citer tout le monde parce que je vais en oublier et je vais me faire engueuler, mais globalement, tout le monde a répondu présent avec un enthousiasme qui fait plaisir à voir.
Ce qui explique qu'aujourd'hui, les entreprises vont donner le là, hein, c'est ce qu'on essaye de faire nous, mais ça rejaillira sur le sport, ça rejaillira sur toutes ces grandes concurrentes qui ont prouvé beaucoup de choses, à qui il reste beaucoup de choses à prouver dans le monde entrepreneurial. J'ai fait un long tunnel, je suis désolé. Non, mais moi, ce que je voulais dire aussi par rapport à... C'est super intéressant et pour l'avoir vécu, ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a permis de me développer et puis de monter en compétences. Mais ce que j'ai pas entendu dans ce que tu as dit, c'est l'éducation en fait aussi du personnel dans la boîte dans laquelle on atterrit. Parce que souvent, ils savent pas ce qui se passe à côté. On bosse, on donne le meilleur pour atteindre nos objectifs. Ensuite, on doit partir assez tôt pour aller s'entraîner parce qu'on a des échéances importantes et ils ne comprennent pas forcément parce qu'on n'a pas les mêmes horaires, on n'a pas le même planning, etc. Et ça peut créer des conflits, des jalousies. Et je pense qu'il faut qu'il y ait aussi une prévention pour ces athlètes aussi qui intègrent vos entreprises pour mieux les préparer parce qu'ils ont suffisamment de pression pour s'en ajouter davantage. Moi, j'en parle par vécu. Ouais, c'est le vécu qui parle. C'est important. Parce on part du boulot en ayant donné le meilleur et puis à côté de ça, il y a notre entraîneur qui nous attend parce que voilà, il faut arriver à l'heure et puis il faut aussi être performante. Donc c'est important. Alors je veux juste faire une précision, nous on n'embauche pas. Hein. Donc sauf si un jour il y en a une qui veut faire de la banque et que nous en face on a quelque chose à proposer, mais elles ne sont pas en fin de compte collaboratrices de la Banque Palatine. C'est que pour des femmes en tout cas. C'est que pour des femmes, donc ça c'est une clarté absolue. Et on n'embauche pas, on n'a pas eu l'occasion pour l'instant d'en embaucher une. Par contre on met toute notre mécénat de compétences à disposition, c'est ça qui est important. Mais en fait moi je parlais de reconversion. Ouais. Quand on parle de reconversion, pour moi on n'attend pas la fin de sa carrière sportive pour penser à sa reconversion. C'est quand on est assez jeune. Moi je sais que j'avais déjà 13-14 ans quand j'ai commencé l'athlétisme. Et tout de suite, mon coach il m'a mis dans la tête, Dado, qui est ici, c'est les études et le sport, ça va ensemble. Parce que j'ai pas envie que tu te retrouves après en dépression, abîmé, parce que tu n'as plus rien. Et je l'ai connu autour de moi, et ça fait de gros dégâts. Et donc, c'est vrai que cette prévention de reconversion, elle est très très importante. De toute façon, vous connaissez le sujet, mais dans le monde de l'athlétisme, c'est encore plus violent. Donc, c'est pas forcément les familles qui vont nous pousser à faire des études, parce que souvent, c'est des milieux très modestes aussi, il faut le dire. Donc, les entreprises qui accompagnent ces jeunes, parce que ça reste un sport amateur, on n'en vit pas. On n'a pas assez de... Donc, il faut se nourrir, il faut se loger, faut qu'elles soient conscientes aussi de tout ça en créant de la prévention au sein des équipes. Mais c'est pas trop à gérer justement d'avoir son travail ou ses études en plus d'une carrière sportive jongler entre les deux, que ce soit en termes de pression En fait, on n'a pas trop le choix. Ouais. On est passionné par notre sport. On est passionné par notre sport. Moi, je sais que j'étais passionnée par l'athlétisme, mais en même temps, il fallait que je bosse à côté pour pouvoir m'acheter mes pointes, pour pouvoir partir en stage, parce que c'est pas forcément financé au départ. Après, les clubs nous accompagnent quand on apporte des résultats. Mais on est obligé de compléter, en fait. On ne peut pas se contenter juste de s'entraîner. On est obligé de travailler un peu, gagner un peu d'argent de poche, parce qu'on ne gagne pas des milliers et des cents, et faire nos études. Donc, c'est difficile, mais en même temps, ça nous apprend la vie. Et aujourd'hui, moi j'ai 43 ans, j'ai fait Sciences Po, j'avais 2 enfants. On m'a dit, mais t'es complètement folle, tu rentres à Sciences Po avec 2 enfants. Je suis tombée enceinte de ma 3e en pleine formation. Ça s'est très bien passé, j'ai terminé ma formation diplômée avec mes autres camarades. Et je pense que cette rigueur, je l'ai eue toute jeune, parce qu'on m'a conditionnée à ça. Oui, c'est exactement ce que vous disiez, le sport apporte beaucoup de vertus, de valeurs, de motivation, et ça nous challenge en fait. Puis on ne s'arrête jamais, même encore aujourd'hui. Quand je vous entends, moi je suis fière d'entendre ce que vous dites, c'est génial. Pour toutes ces femmes qui intègrent votre boîte et que vous accompagnez aussi bien. Alors, c'est pas moi qui suis génial, c'est surtout l'équipe. Donc ouais, on a eu la chance aussi de rencontrer quelqu'un qui est très très engagé, qui est une ancienne cycliste, Séverine Desbouilles,
Et donc très très engagé, qui avait réussi ce type de reconversion, parce que les choses dans la vie, c'est toujours un constat, une rencontre, et puis après on agit ou on n'agit pas. Nous, on a décidé d'agir. Donc ça a été important pour nous, puisqu'elle avait vécu 3 Tours de France, elle a été au port du championnat du monde, à tout ça, donc c'était extrêmement important pour nous. Et quand on a échangé avec elle, tout de suite, vous savez, de temps en temps, il y a une espèce de feed qui passe et qui est extrêmement intéressant, quoi. Donc on savait qu'on tenait quelque chose et qu'il fallait le faire comme ça et pas autrement. Elle nous éclaire beaucoup, puisqu'elle nous évite de faire pas mal d'erreurs sur comment accompagner. On accompagne aussi financièrement par un autre dispositif qui s'appelle le pack de performance, qui nous permet d'accompagner les athlètes que tu connais bien. Donc tout ça mis bout à bout, on a 4 athlètes, 2 athlètes, 2 parathlètes, 2 femmes, 2 hommes. Donc on a aussi fait une totale mixité. Nous, on est un peu en avance de phase par rapport à Paris 2024, dont on est partenaire premium. Donc globalement, c'est une boucle qui est complète chez nous et qu'on est en train de lancer. Et ce qu'on veut, on veut que ça dure. Donc c'est grâce à vous aussi, à vos témoignages, que ça durera. Et on verra comment Alexia évolue, puisque ça sera une des premières générations. Et ce qui nous permettra de dire si on est dans la bonne route ou pas dans la bonne route, quoi. Ouais, mais déjà, vous avez lancé la machine, donc pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà, merci beaucoup. Et vous, Charlotte, Je peux, justement... pardon. Vas-y. C'est Alexia. Je voulais juste rebondir sur ce que vient d'expliquer Patrick. En fait, pour nous, en tant qu'athlète, c'est super intéressant parce qu'on va apprendre à être aussi performante, pour moi, à terre qu'en mer, de devenir chef d'entreprise performant quand on sort d'un cursus sportif. C'est pas facile. Je ne savais pas combien de temps ça allait me prendre, 10 ans ou 20 ans, mais grâce à ce programme, je sais que ça va aller beaucoup plus vite. Et notre objectif, je pense, aux 4 filles, là, on est intégrés à ce programme, c'est de devenir aussi des rôles modèles en tant qu'entrepreneurs, de dire aux femmes aujourd'hui qui sont athlètes de haut niveau que derrière, elles peuvent continuer à faire de grandes choses, à avoir des challenges énormes et de pouvoir les réaliser, que ça existe et que c'est possible. Il faut avoir un peu de chance, parce que là, on a beaucoup de chance de faire partie de ce programme, évidemment, mais de s'entourer des bonnes personnes pour continuer à performer. Vous devez être content d'avoir des retours comme ça. Oui, on est très très content de ce que dit Alexia. Merci Alexia. Il est modeste. Ça adresse un vrai sujet, peut-être que Charlotte, tu voudras rebondir à distance, mais ça adresse un vrai sujet de la reconversion de l'athlète. On a eu un sentiment de compétence, une expertise qu'on a développée au cours de notre carrière sportive. On était des experts de notre sport, de notre discipline. Et puis à l'arrêt de carrière, ce sentiment de compétence, il disparaît, voire il y a un syndrome de l'imposteur et on ne se sent pas légitime dans notre reconversion si nous ne l'avons pas anticipé, si nous n'avons pas été accompagnés. Donc il y a une crise de compétences, il y a une crise sociale aussi parce qu'on a été habitué à être dans un collectif d'entraînement et vous le disiez, à être accompagné, chouchouté pour atteindre la très haute performance. Et là, d'un coup, on est livré à nous-mêmes. Il y a une crise financière qui peut arriver parce qu'on avait des revenus et on les perd. Donc tout ça doit s'accompagner. Et c'est vrai que si on n'a pas cette phase de transition, on nous met à disposition des programmes, on rencontre des gens, parce que des fois, c'est aussi un coup de chance. Hein. On fait la bonne rencontre et puis la personne nous prend par la main. C'est du mentoring pur. Ben, c'est vrai que l'athlète peut se retrouver seul, livré à lui-même, avec des vrais incidents psychologiques, avec des vrais risques psychosociaux. Vis-à-vis de la tête. Donc merci pour eux et je pense qu'on va pouvoir faire d'autres choses ensemble. J'ai des petites idées. Mais justement, Charlotte, vous, la reconversion, vu que vous étiez arbitre, est-ce que c'est très différent d'une athlète ou pas forcément ? Alors, dans les faits, malheureusement, non. Dans la réalité, énormément. Il faut savoir qu'on a les mêmes listes de sportifs de haut niveau. On est sur des listes ministérielles quand on atteint le haut niveau de l'arbitrage. Parce que, pour vous situer un peu, quand j'arbitrais la Ligue professionnelle masculine en hockey sur glace, l'équivalent de la Ligue 1 au foot, je n'étais pas professionnelle. Je faisais 3 matchs par semaine, 15 000 km par mois et des entraînements quotidiens, en plus d'un boulot à plein temps, parce que bien sûr, je n'étais pas professionnelle de l'arbitrage. Juste pour vous donner un chiffre, sur les 240 000 arbitres, tous sports confondus en France, il y en a à peine 500 qui vivent de l'arbitrage. Tous les autres sont quasiment bénévoles ou défrayés à une hauteur qui ne vous permet pas de vivre. Donc, on est obligé de travailler à côté. J'ai toujours eu ces 2 carrières en parallèle, 2 carrières alors à plein temps. Une à haut niveau, l'autre, on ne peut pas la faire à haut niveau. Hein, on ne peut pas faire les 2 à haut niveau. En fait, on n'y arrive pas à 100%. Mais aujourd'hui, j'en suis plutôt
très fière de ces 2 carrières menées, l'une à côté de l'autre parce que ça m'a permis de me construire aussi dans le monde de l'entreprise, dans le monde du sport, d'être, peut-être ce que fait en accéléré, Alexia, là, ce qu'a vécu Astrid aussi dans sa reconversion, qu'elle avait déjà anticipé, enfin, je pense que tous autour de cette table, on a eu une reconversion. Mais en fait, moi, je me suis jamais reconvertie. Je suis arrivée dans le monde de l'entreprise. Ça m'a obligée à faire des choix. C'est-à-dire qu'à 18 ans, quand j'ai les portes de l'équipe de France de hockey qui sont ouvertes, mais qui, je sais, se refermeront un jour, et que l'arbitrage, soit je fais des études, soit je travaille, soit je continue le sport de haut niveau. J'en ai choisi 2 sur 3. J'ai choisi de travailler et le sport de haut niveau. Je n'ai pas choisi les études. À 40 ans, maintenant, je le regrette pas. À 25 ans, j'avoue que j'ai eu des doutes, des gros doutes. Et puis maintenant, il faut dire qu'on a énormément de dispositifs qui sont mis en place pour les sportifs de haut niveau, ce que fait la Banque Palatine, mais il y en a d'autres aussi qui, au fur et à mesure, permettent de pouvoir embarquer les sportifs et les sportifs de haut niveau. Il faut à chaque fois remettre ça au milieu du terrain. J'entendais tout à l'heure Astrid, je rebondis, tu disais Paris, ça sera les premiers jeux paritaires, enfin, sauf pour les arbitres, pourtant ils sont sur le terrain. On oublie de dire que des fois les femmes sont empêchées d'arbitrer les hommes, que les hommes sont obligés d'arbitrer les femmes, alors que ça pourrait être fait en mixité. Et pourtant, on est des acteurs de terrain, on est sur le terrain avec les athlètes, bien sûr les athlètes en premier, hein, c'est pas du tout le sujet. Mais enfin voilà, grâce à la nouvelle loi sur le sport, maintenant les arbitres, on va avoir les mêmes dispositifs de formation et de reconversion que les athlètes et on en est super contents. C'est un petit mot sur cette loi sur le sport, effectivement, qui vise justement à atteindre la parité dans les instances sportives à horizon 2028. À l'échelle nationale, comme à l'échelle déconcentrée des territoires, c'est pas rien. Donc c'est pour ça qu'on met en place aussi des programmes d'accompagnement des futures dirigeantes. On appelle ça le club des 300 femmes, parce qu'il manque 300 femmes pour atteindre cette parité en 2028 aux différents échelons du sport français. Donc voilà, cette loi, elle a des avancées au niveau des arbitres, elle a des avancées au niveau des instances dirigeantes, et on pousse aussi vis-à-vis de Paris 2024 toujours. Donc les athlètes, parité, les arbitres, Charlotte est dessus. Mais il y a les journalistes aussi, parce qu'il y a aussi ce rôle modèle et aussi la représentation à la télévision qui est importante. Et donc avoir des journalistes et des consultants qui sont un binôme 100% masculin, encore plus quand on commente du sport féminin, aujourd'hui c'est plus possible, et je pense qu'on invite aujourd'hui les chaînes de télévision aussi à penser mixité dans leur façon de commenter les épreuves olympiques. Est-ce que vous auriez une ou deux choses que vous aimeriez dire à une jeune femme qui se lance, les 2 conseils que vous avez retenus de votre longue carrière, pour vous c'est primordial qu'une jeune femme le sache? Pour moi, je dirais en numéro 1, de s'écouter. Vraiment, de s'écouter, d'aller au bout de ses rêves et de ne pas se laisser influencer par les autres. D'essayer de donner le meilleur de soi-même si c'est vraiment sa volonté. Et c'est important de ne pas avoir de frustration et le regretter plus tard. Moi, j'en croise encore quand j'étais plus jeune. Il y avait des athlètes, ou quand, un exemple, j'étais au collège à Créteil, à la place, dans un collège classé ZEP. Notre prof de mathématiques, qui était notre prof principal, il nous dit alors, qui veut aller en seconde? On était une quinzaine à lever la main, comme ça. Et tout le monde se regarde, sur 30 élèves, hein, on se regarde, puis il dit bon, alors vous allez vraiment tenir une semaine. Vous êtes sûr que vous voulez aller en seconde? Parce que la majorité des élèves allaient en BEP. Et on reste 4 comme ça. Tout le monde a baissé la main sauf 4 personnes. Alors que, sincèrement, ils travaillaient beaucoup mieux que moi. Sauf que j'avais la gnaque. Eh bien, j'ai pas baissé la main. Je l'ai gardée. Il m'a regardé. En gros, t'es sûr que tu veux aller en seconde? Et voilà, j'y suis allée et je me suis pas laissée abattre par ces commentaires. Et je croise beaucoup de jeunes filles justement qui étaient brillantes comme tout quand elles étaient au collège. Et malheureusement, elles se sont laissées influencer et elles ont pris des voies professionnelles. Puis ensuite, dans les quartiers comme celui où j'ai grandi, la suite, elle n'est pas forcément comme on aimerait. Et elles ont beaucoup de regrets et de frustration
J'en parle parce que je trouve ça dommage en fait. Je trouve ça vraiment dommage et triste. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut oser, il faut y aller. Si on a envie, on a tous les moyens pour. Regardez tout ce qui s'offre à nous, regardez derrière. Il y a tellement d'opportunités. Donc, allez, go. Non, je vais aller dans la même veine. J'ai entendu toute ma vie que ça n'allait pas être possible. On m'a toujours demandé de faire des choix en me disant tu peux pas faire les deux. Tu peux pas faire et des études à haut niveau et du sport de haut niveau. Tu peux pas faire des fusées et en même temps vouloir décrocher une médaille olympique. Et j'ai toujours refusé de devoir choisir. Et du coup, aujourd'hui, j'ai en horreur qu'on me dise que c'est pas possible. C'est un peu, si on veut allumer mon moteur, il faut me dire que c'est pas possible. Et alors là, pouf, j'ai très envie d'y arriver, du coup. Donc c'est effectivement quelque chose qui est peut-être en nous depuis le départ et qui a fait de nous de bonnes sportives de haut niveau, ce goût du challenge. Mais néanmoins, si j'avais un conseil à donner, c'est de ne surtout pas écouter quelqu'un qui vous explique que ce n'est pas possible. C'est peut-être pas possible pour lui, mais ça ne dit pas que ce n'est pas possible pour vous. Charlotte, peut-être ? Moi, je dirais qu'effectivement, rien n'est impossible, mais ça, c'est comme mes consoeurs sur le plateau. Je pense qu'on l'a toujours, on l'a toujours vécu. Moi, j'oserais dire, c'est plutôt un mantra c'est un mantra d'arbitre. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Et donc, si quelqu'un essaye de vous insinuer un doute en disant c'est peut-être pas possible ou ça va être compliqué, non, mais il n'y a pas de doute. Écartez-vous de cette personne, ça n'ira jamais bien. En fait, c'est ça. Impossible, c'est pas français, mais c'est surtout pas féminin. Excellent. Et Alexia ? Oui, bah, évidemment, je suis complètement d'accord avec les invités. Garder son cap, quoi qu'il arrive, c'est important. Et savoir qu'il n'y a pas un seul chemin, il n'y a pas la même temporalité pour tout le monde. On a besoin de plus ou moins de temps pour réaliser ses objectifs, mais il faut juste pas lâcher. L'hésitation tue l'action, alors il faut se mettre en mouvement, et même si on avance 1 mille par 1 mille, 1 kilomètre par 1 kilomètre vers son objectif, c'est pas grave, c'est ce qui nous rendra heureux, c'est de réaliser ses rêves et ses objectifs au final. On termine sur une belle fin. Pour terminer, on a eu la chance d'avoir un témoignage de Brigitte Henriquez, qui est la première femme élue à la présidence du Comité national olympique et sportif français. Donc, il va s'afficher à l'écran. Bonjour à tous et à toutes, mesdames et messieurs, d'avoir été invités à témoigner à l'International Women's Forum France dans le cadre des Assises de la parité. Le Women's Forum, c'est vraiment un événement qui me tient toujours à cœur, auquel j'ai déjà participé, et je suis vraiment très fier d'être avec vous ce matin. Malheureusement, comme je suis avec notre délégation française à Oran aux Jeux méditerranéens, auquel bien sûr participe l'ensemble des équipes du CNESF. Je ne suis pas à vos côtés, mais en tout cas j'ai tenu vraiment à vous adresser quelques messages sur ce sujet qui me tient très très à cœur, comme vous le savez. La mixité est une thématique qui me concerne très directement, vous en doutez bien, encore plus personnellement, puisque je suis vraiment le fruit de ce grand mouvement désormais inexorable, et dont je me réjouis, de la diversité et de la mixité. J'ai toujours pensé que la différence des individus était une richesse absolue pour chacun. Je me permets du coup de vous rappeler mon parcours. Je suis une ancienne internationale de football. J'ai ensuite été manager d'un club professionnel féminin, le Paris Saint-Germain pour ne pas le citer, en 2009 et 2010. Et puis j'ai rejoint la Fédération française de football en tant que secrétaire générale, première femme secrétaire générale de la Fédération française de football, puis vice-présidente. Alors je précise parce qu'on me demande tout le temps si c'est la Fédération française de football pour les femmes ou pour les hommes. Et en fait, il n'y en a qu'une, c'est bien la Fédération française de football pour les hommes et les femmes. Et puis que j'ai quitté du coup juste avant mon élection à la présidence du CNESF en juin 2021. Du coup, concernant la parité et la mixité, puisque pour moi la mixité c'est vraiment le fait d'avoir le réservoir des hommes et des femmes dont on a besoin pour créer cette parité, s'appuie sur un élément fondamental que j'appelle la double confiance. Tout d'abord, il y a la confiance en soi et le fait de se dire que rien n'est impossible et qu'au contraire tout est possible et qu'il n'y a pas de plafond de verre, et que c'est important du coup de s'inspirer des personnes qui ont avant nous osé. Et je crois, en tout cas c'était le cas pour moi,
d'oser dépasser justement ces barrières et permettre aussi à d'autres de se projeter en se disant que pour elles aussi, pour ces femmes, rien n'est impossible. La deuxième confiance, c'est celle des autres, et j'ai eu la chance, en tout cas dans mon cas, de pouvoir m'appuyer sur des personnes qui ont cru en moi. Et en tout premier lieu, Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, qui non seulement m'a toujours soutenu, mais a su révéler le potentiel qui était le mien pour devenir une dirigeante. Et je ne suis pas la seule femme à avoir bénéficié de ce sixième sens, qu'il a aussi d'ailleurs pour les hommes. Cela démontre que la mobilisation sur la mixité et la parité nous concerne toutes et tous, et que ce n'est pas seulement un sujet pour les femmes. Non, au contraire, c'est vraiment un enjeu capital et sociétal que nous devons investir collectivement, quels que soient nos genres et la génération à laquelle nous appartenons. Au-delà de ma personne et de ce que je considère une mission de vie pour moi, ce sujet est prioritaire aussi pour le Comité national olympique et sportif français pour deux raisons. La première, c'est l'engagement de campagne qui a été pris par mon équipe dirigeante et l'équipe d'élus avec laquelle je travaille, et qui est vraiment d'accentuer en fait la mixité dans le sport et surtout le soutien au développement aussi du sport féminin. Cette thématique, elle est désormais traitée au CNOSF par le pôle des grandes causes nationales que nous avons créé. Et puis la deuxième raison pour laquelle ce thème est essentiel, c'est que à moins de 800 jours de l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques en France en 2024, ces Jeux doivent vraiment être, en termes d'impact et d'héritage, un accélérateur pour transformer de manière durable la société et le sport en France. Et c'est vrai que dans l'héritage immatériel, la mixité et la parité en font partie. Et Marie Barsac, qui porte cet héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques, est aussi très attachée à ce sujet. Par ailleurs, vous avez dû voir à quel point nous avons été mobilisés sur les débats publics dans le cadre de la loi sur le sport qui est parue le 2 mars 2022 sur la démocratisation du sport en France, et notamment sur tout le titre 2 sur la réforme de la gouvernance des fédérations, avec le fait de prévoir la parité dans les instances dirigeantes pour toutes les fédérations. On est aujourd'hui 109 fédérations avec les échecs qui nous ont rejoints, avec un objectif à atteindre en 2024 et puis 2028 pour les instances régionales. Je suis très fier parce que pour le bureau exécutif du CNOSF, dès mon arrivée, c'est ce que j'ai souhaité. Nous avons un bureau exécutif de 22 personnes, 11 hommes et 11 femmes. Toutes les commissions également sont coprésidées par un homme et une femme. Et c'est vrai que si ces textes nous aident à avancer, je crois surtout au pouvoir de la conviction, au partage des bonnes pratiques et à la pédagogie, mais aussi à l'acculturation des différents acteurs avec la mise en place d'accompagnements très concrets. Et il y a encore quelques années, je n'étais pas pour les quotas, et pourtant aujourd'hui je le suis fondamentalement. Je parle plus d'objectifs que de quotas, parce que si on ne fixe pas un cap à un moment donné, finalement on se dit qu'avec le temps les choses vont se faire, et malheureusement ça n'est pas le cas. C'est dans cette voie que le CNOSF s'est engagé à travers 2 projets opérationnels qui ont lieu en 2 temps. Et je voudrais saluer la présence de Marie-Françoise Potreau, la vice-présidente du CNOSF en charge de la mixité, avec qui il fait un travail remarquable. Le premier temps était celui de la sensibilisation et de la construction. Ainsi, Sarah Ouramoun, qui était vice-présidente en charge de cette thématique-là, la mandature précédente, avait œuvré pour un programme remarquable, le programme Dirigeante, qui a été donc engagé pendant 4 ans sous la précédente mandature. Et puis Sarah a également travaillé sur la mise en place de conférences et d'ateliers pour justement accompagner ces femmes dirigeantes sur la réalisation de parcours, retraçant sur des vidéos vraiment des dirigeantes inspirantes, et enfin sur la mise en place aussi d'un réseau de personnes, d'institutions et de médias pour promouvoir la mixité. Alors après, le second programme qui est le nôtre, ça a été d'enclencher dès le 8 mars 2022 un colloque en route pour la mixité pour 2024, organisé par le CNOSF, et voilà, l'auditorium était rempli avec 350 personnes. Et là, c'est vraiment le temps de la transformation et de la concrétisation de notre feuille de route, portée encore une fois par Marie-Françoise Potreau, qui est, il faut le préciser aussi, ancienne membre de l'équipe de France féminine de cyclisme, mais qui était aussi DTN de la Fédération française de hockey sur glace, et voilà, qui connaît parfaitement ce sujet également avec Femix Sport. Donc on a d'abord, dans un premier temps, parce que c'est toujours ce qu'on a besoin de faire quand
on veut s'engager vers la parité, c'est de faire un état des lieux. Et donc on a mené une enquête cet été auprès de toutes les fédérations qui nous composent, et pour s'apercevoir qu'il manquait 300 femmes aux fédérations dans leur ensemble pour pouvoir atteindre la parité en 2024, et pour pouvoir justement permettre à ces 300 femmes de bénéficier d'un accompagnement et non pas d'une formation, mais simplement pour leur permettre d'avoir à la fois la posture dans l'écosystème qui est le nôtre, et puis aussi de pouvoir prendre confiance en soi et d'oser en fait accéder à ces postes à responsabilité. L'action phare que nous avons créée par rapport à ça, c'est le club des 300 femmes dirigeantes, avec un soutien financier du fonds de dotation de Paris 2024. Et donc c'est l'objet de ce club des 300 femmes, c'est quoi? Ce sont des femmes de club qui sont bénévoles, qui sont déjà engagées depuis longtemps, qui bénéficieront à partir du mois d'octobre des dispositifs d'accompagnement, qui prendront à la fois la forme de modules pédagogiques avec l'intervention d'experts sur les thématiques, leur permettant d'exercer des responsabilités, comme par exemple vraiment la compréhension, l'acculturation de l'écosystème sportif qui, vous le savez, n'est pas très simple, mais également les clés du management, la posture de leadership sur laquelle nous insistons beaucoup, et enfin le développement d'un projet, d'une stratégie politique, parce que ça aussi, sans stratégie politique sur le terme de la parité, c'est vrai que c'est difficile de pouvoir aller au bout des objectifs qui sont les nôtres. Alors nous aurons aussi dans ce programme-là un mentorat individualisé. Je crois que ça aussi c'est important d'avoir ce transfert d'expérience et de bonnes pratiques. Et quelque part ça a en effet de booster. Il y a beaucoup aussi de programmes de mentoring qui existent. Donc en tout cas nous on croit aussi fort en cette démarche-là. Et voilà, et en tout cas en conclusion, pour ne pas être plus longue, comme vous pouvez le comprendre, le CNESF est totalement engagé sur la mixité et la parité. Vous pouvez compter sur nous pour faire avancer cette belle et noble cause dans le sport. Et sur ce sujet, je crois qu'on pourrait terminer avec cette citation de Mark Twain en disant « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et voilà, je vous souhaite de fructueux travaux lors de ces assises et je vous dis à très très bientôt. Si rien ne change, Il faudrait 33 ans pour atteindre la parité dans les instances de décision. il est temps d'aller plus vite. Accélérons le mouvement. Assises de la parité, le 28 juin 2022. Inscrivez-vous sur assise-parité.com.